C'est très beau, ce silence qui se fait à la minute près. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième journée de Atrium TV. Je vois qu'il y a des fidèles qui sont revenus après la journée d'hier. Je suis vraiment ravie d'avoir l'opportunité de discuter avec Nicolas Bourriaud autour de l'exposition Trafic. Nicolas et moi, on se connaît depuis de nombreuses années. On a été compagnons, voisins de compagnonnage en Occitanie quand tu dirigeais le MOCO à Montpellier, que je dirigeais le MRAC à Sérignan. Et alors tu ne t'en souviens pas, mais j'étais jeune commissaire et un casque sur la tête, tu nous avais fait une première visite du chantier du Palais de Tokyo. Et c'est vrai que pour les commissaires d'exposition de ma génération, évidemment l'esthétique relationnelle a été un moment important. Et il en sera d'une certaine manière question ce matin. On est là donc pour parler de cette exposition Trafic qui a été, je pense, un point de bascule dans la programmation du CAPC, mais bien plus largement. Et ce qui m'intéresserait qu'on discute aujourd'hui, dans le peu de temps qui nous est imparti, c'est finalement l'articulation entre une pensée théorique, donc pour vous donner des repères temporels, 1996, l'exposition Trafic, 1998, parution de l'esthétique relationnelle, et à cela je vais rajouter une troisième date qui me semble importante, 2002, ouverture du Palais de Tokyo. Il me semble que là il y a une triangulation que j'aimerais bien qu'on évoque ensemble, c'est-à-dire comment une pensée théorique trouve un mode de résolution, un espace-temps dans le format de l'exposition, et comment l'exposition, éventuellement, mais ça tu nous le diras, permet de modéliser un rapport à l'institution et une pensée novatrice à l'époque de l'institution. En introduction, peut-être, il est important que tu rappelles le contexte de cette exposition et notamment comment tu as connu Jean-Louis Froment, comment cette proposition t'a été faite, comment vous avez cheminé ensemble autour de cette exposition. Absolument. Le contexte, en fait, est assez. Ça part encore plus tôt que ça, puisque, souvenez-vous, 1990, en souhait de Jean-Louis Froment est le commissaire du pavillon français à la Biennale de Venise. On a oublié un petit peu cet épisode, j'ai l'impression. En tout cas, on n'en a pas. Et il a décidé, en fait, de manière extraordinairement radicale, de démolir le pavillon existant pour le remplacer par un autre pavillon. Vous vous souvenez pas de cette histoire? Si, ouais. Donc il y avait Jean Nouvel, Ports-en-Parc et Philippe Starck, si mes souvenirs sont bons. Donc le pavillon français était occupé par les projets de reconstruction du pavillon. Et donc, il a commencé à y avoir une sorte de petite cabale autour de ça en disant mais il n'y a pas d'artistes, c'est pas possible d'avoir un pavillon français à la Biennale de Venise sans artistes, etc. Donc, peu de temps avant, on va dire, peut-être 7-8 mois avant, et je me tourne vers Marc Sanchez qui était à l'époque au CAPC et qui a suivi toutes les étapes de cette histoire. Je crois que c'était 8-9 mois avant. Jean-Louis Froment m'appelle. Je crois que c'était d'ailleurs Myriam Salomon qui lui avait suggéré mon nom à l'époque parce que j'écrivais dans Art Presse. Et il me dit, voilà, vous avez carte blanche pour montrer des jeunes artistes. Ah, bon. Et donc il fallait aller en fait sur place, trouver un lieu aussi, parce que le pavillon était occupé donc par les projets architecturaux. Et donc on a fini par trouver un lieu, en fait, qui était les prisons de Venise. Et j'avais fait une exposition avec, il y avait Philippe Parreno, Pierre Joseph, J'ignorais Fabrice Hibert, Dominique Gonzalez-Forster, etc., etc. Donc c'était vraiment une exposition d'artistes qui avaient tous mon âge, c'est-à-dire 25 ans. Et ça, c'est un truc absolument impensable aujourd'hui, j'ai l'impression. Et ça montre aussi un aspect de la personnalité de Jean-Louis Froment, en fait, qui était extrêmement intéressant, qui confierait aujourd'hui en fait les clés du pavillon français à la Biennale de Venise à un jeune curateur de 25 ans. Pas évident.
Ouais. Et donc, c'était notre première collaboration. Et ensuite, c'est 5 ans plus tard, en fait, après la parution des 2 premiers textes, en fait, qui constituent l'ossature d'esthétique relationnelle dans la revue Documents sur l'art, en fait, qui sont sortis en 95, en fait. Donc, l'exposition est postérieure, en fait, au texte, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, à l'exposition des thèses qui sont contenues dans l'esthétique relationnelle. Mais c'est pareil, à l'époque, il n'y avait quasiment pas eu d'exposition collective. En fait, je crois qu'on le rappelait hier. En fait, Jean-Paul Thibault, je crois, en a parlé. La première exposition collective confiée à un curateur extérieur, ça avait été l'année précédente Harald Zeeman. Donc, pression. Je peux vous assurer que j'étais vraiment terrorisé, quoi. D'autant plus que effectivement, qu'on arrive dans l'espace du CAPC, et là aussi Jean-Paul Thibault a eu de très bonnes descriptions de cet effet-là. C'est le silence. C'est cette immense étendue de la nef qui est extraordinairement difficile à appréhender pour un curator. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était... et en plus qu'il n'y avait pas eu vraiment c'était un lieu qui était destiné à des projets individuels, à des projets monumentaux. Moi, j'arrivais avec 30 artistes. Et donc, l'effet d'éparpillement pouvait être assez catastrophique, en fait. Donc, je me suis dit, comment il est possible d'occuper cet espace-là ? Comment est-ce qu'il est possible d'organiser l'espace de manière à ce que ça ne fasse pas, justement, ridicule et à l'intérieur d'un espace aussi majestueux ? Et... en fait, j'ai commencé à travailler sur la notion de marché, en fait, parce qu'il y a 2 manières d'occuper une grande place publique. C'est soit le monumental, soit justement la dispersion organisée du marché. Du marché, voilà, tel qu'on trouve sur les places publiques, sur les parkings, et donc c'est un petit peu le principe d'organisation de l'exposition. Et voilà, c'était une des premières fois qu'il y avait ce type de solution. Et depuis, il y en a eu beaucoup, heureusement, mais je vois... À l'époque, c'était un peu essuyer les plâtres. Ouais. Et est-ce que c'est sur cette base-là et avec cette intuition-là du marché, donc déjà finalement de la question du display, de l'exposition, que tu as contacté les artistes sur des projets spécifiques? Je pense notamment à la cheminée de Xavier Veillant. Est-ce que, voilà, comment s'est passé en fait les propositions que tu as faites aux artistes? Comme je le disais, il y avait eu 2 textes déjà qui étaient sortis sur cette question-là, la question de ce que j'appelais l'esthétique relationnelle, donc la manière dont les œuvres s'inscrivent dans un espace de relations, produisent ou génèrent ou s'inspirent de relations humaines. Et donc il y avait déjà une liste en fait que j'avais dans la tête qui était constituée. Le point de départ de ce texte, l'esthétique relationnelle, c'était de trouver le point commun entre des artistes qui travaillaient déjà ensemble. En fait, ils faisaient souvent des expositions ensemble. Je pense à Carsten Höller et Philippe Parreno, à Maurizio Cattelan et Philippe Parreno, etc. Enfin, il y a beaucoup de collaborations, en fait, mais pas de théorisation. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens en parlaient comme quelque chose de néo-conceptuel ou néo-fluxus ou néo, etc., etc. Et je voyais là une sorte de manque théorique, une insuffisance dans la description des projets. Parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui ne se résumait pas, justement, à des formules anciennes, mais quelque chose de nouveau, en tout cas d'original, qui apparaissait dans ces travaux. Donc, l'idée de ce texte, c'était de trouver quel est le véritable point commun, à partir de quelle intuition première, à partir de quel substrat sociologique, théorique, esthétique, ces artistes travaillent. Et donc la liste s'est constituée comme ça, en fait, de manière très logique, je dirais, par intersection. Mais alors, ce qui est intéressant, tu cites Xavier Veillant, c'est un très bon exemple, parce que tu as compris que c'était celui qui ne marchait pas voilà, ça. J'ai eu l'info. Et parfois, en fait, dans une exposition, on a besoin de ça. Il y a quelqu'un qui va construire une œuvre qui va jouer sur la structure de l'exposition, mais pas forcément sur son aspect théorique, en fait. Et donc,
on a discuté un peu avec Xavier Veillant, et l'idée c'était de créer une sorte de point de ralliement, d'où l'idée de la cheminée, du foyer, qui est venu assez naturellement, et qui est devenue une œuvre incroyable, en fait, monumentale, et qui a cristallisé d'une certaine manière toute l'ambiance de l'exposition. Mais c'est presque une commande, en fait. Et c'est là où c'est intéressant dans le contexte. Ouais. Et donc dans ces premiers textes que tu as écrits dans Documents, j'imagine que ces artistes étaient déjà travaillés, analysés, ou est-ce que finalement la transcription entre les premiers textes théoriques et sa modélisation, en tout cas sa mise en espace-temps par l'exposition, il y a un groupe qui s'est augmenté, ça a donné lieu à, je dirais, des nouvelles rencontres pour toi? Bien sûr, oui, parce qu'à partir du moment où justement on a trouvé ce thème de recherche, en fait, on devient un moteur de recherche et on augmente forcément la liste. D'autant plus qu'à l'époque j'habitais à New York, en fait, j'habitais à New York pendant 2 ans, ça correspond juste à cette période-là, et donc du coup ça m'a permis de faire d'autres rencontres. Mais il faut voir que l'exposition Trafic, ça a été aussi une sorte de mise à l'épreuve ou de vérification, justement, parce que il y a d'un côté la théorie, c'est bien beau, et ça aboutit à un livre, très bien, mais une exposition ne se résume pas à une théorie, ou alors c'est généralement très mauvais. Il faut ensuite faire marcher la deuxième partie de son cerveau et pour trouver une grammaire de l'exposition qui ne se résout pas à des idées. Là, c'est des formes dont on parle. Et donc l'exposition, c'est aussi, notamment avec Veillant, mais avec d'autres artistes, c'est augmenté et épaissi, en fait charnellement presque, par les projets des artistes et en les confrontant les uns aux autres. C'est important de... J'ai toujours tendance à dire que une exposition, c'est un petit peu comme un opéra. Il y a un livret, très bien, mais c'est la musique et les chants qui sont aussi quand même déterminants, en fait. Moi, je me contente d'écrire le livret. Ensuite, si les chanteurs sont mauvais, ou si l'orchestre ne sait pas jouer, là, on a des emmerdes. Voilà. Peut-être tu peux nous rappeler quelques-unes des expériences qui étaient proposées par les artistes et qui notamment faisait un lien entre l'intérieur de l'exposition et l'espace public, qui là rejoignait aussi, je pense, certaines pensées de Jean-Louis Froment, notamment le choix qu'il avait fait de couvrir le sol de la nef de ce bitume, qui pour lui était une manière comme ça. C'est la rue. Mais bien sûr, de créer une porosité, ce qu'on l'appelle la nef, avec le caractère sacré que ça peut avoir. Mais quand même, dans la modélisation initiale de Froment, il y avait cette idée de la continuation avec la rue. Est-ce que c'est quelque chose dont toi, tu avais conscience? Bien sûr, ouais. Et ça a beaucoup servi même. Je veux dire, cet aspect en fait très urbain de la nef reconnectait d'une certaine manière tous les travaux avec la rue. Et ça, c'est ce qui a permis de faire un trait d'union, je dirais, entre la solennité générale du lieu et son contexte social. Mais pour parler des projets qui ont été développés dans le cadre de Trafic, déjà, il faut souligner l'extraordinaire ouverture d'esprit en fait, de Jean-Louis Froment à l'époque, parce que il y avait des projets qui, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas si ce serait possible encore de les faire. Quoi. Je parlais uniquement des choses, d'ailleurs, qui étaient invisibles dans l'exposition, parce que voilà, on est dans quelque chose de plus difficile. Le projet de Jason Rhodes, par exemple, consistait à acheter une Chevrolet Caprice Bubble, qui a été ensuite rebaptisée CAPC Car, Chevrolet, je ne sais plus exactement ce que ça voulait dire, mais bon, peu importe, et transformer cette voiture en atelier pendant toute la durée de l'exposition. Et il nous envoyait des Polaroids, parce qu'à l'époque, c'était, on est en 96, chaque semaine de ce qui se passait dans la Chevrolet Caprice Bubble. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas quelle institution accepterait de se livrer à un projet de ce type, mais bon, pas forcément toutes. Ouais.
Les cabines téléphoniques aussi. Noritoshi Hirakawa avait installé, il y a une pièce d'ailleurs dans les collections revues par Sumkyo. Noritoshi Hirakawa avait installé une cabine téléphonique sur la rive d'en face, et quiconque rentrait dans cette cabine téléphonique décrochait le téléphone et ça sonnait ici, en fait. Ce qui fait que voilà, il y avait des conversations complètement absurdes, en fait, et complètement surréalistes tous les jours. Autre projet invisible, Douglas Gordon avait réuni en fait des fonds de son côté, en fait, pour parier sur les résultats du match de rugby France-Angleterre. Déjà à l'époque, on était voilà. Et ça complètement invisible aussi. Mais, donc, et puis après, je ne sais même plus, pour être très franc, en fait, comment ça s'est formalisé. Donc, Wolfgang Tillmans, qui souvent n'est d'ailleurs pas dans la liste, mais il y était, son projet consistait à prendre toutes les photographies qu'il souhaitait, en fait, pendant les 4 jours du vernissage, j'y arriverai, parce que ça aussi, c'était quand même un truc, et les publié en fait dans des magazines, et il y a eu 2 publications en Asie, et pareil, moi à l'époque j'étais pas très archiviste, en fait je n'ai même pas voilà, mais ça existe quelque part. J'ai essayé de les récupérer et que je n'y suis pas arrivée. Il faut demander au studio Wolfgang Tillmans, à mon avis, il n'y a que qui savent. Ouais. Voilà. Ouais. Alors c'est intéressant quand même ce week-end d'organisation, parce que là aussi c'était quand même des formes de sociabilité de l'art qui étaient très novatrices à l'époque. Tu peux nous en parler là de ce temps qui s'étire, qui renouvelle le genre du vernissage sur 4 jours? Ça, c'était une vraie expérience et quelque chose de pas évident du tout, en fait. Et l'idée, c'était de pas avoir justement une journée qui sanctifierait, en fait. Mais j'ai beaucoup retrouvé de cette atmosphère pendant ce week-end. Ça m'a fait très plaisir parce que c'était un peu la même ambiance, je dirais. Et ça commençait le jeudi et ça finissait quasiment le dimanche matin, en fait. Et il y avait tous les jours, en fait, des performances, des moments de socialité, des rendez-vous, des talks, etc. L'idée, c'était d'étirer le temps du vernissage, qui est le temps de la rencontre. Donc ça correspondait, c'était pas gratuit, ça correspondait à l'idée de l'exposition. D'étirer ce temps de la rencontre au maximum. Voilà. Et il faut savoir aussi que en parlant de temps, de temporalité, moi j'ai toujours la sensation, en fait, que, comme le disait le cinéaste Jacques Rivette, en fait, une exposition, il parlait du film, mais c'est exactement pareil, une exposition est toujours un documentaire sur la manière dont elle a été faite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête. Les premiers artistes de Trafic sont arrivés à Bordeaux 3 semaines avant. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. En fait, je pense que je ne le reverrai plus jamais. C'est difficile à faire aujourd'hui. Je ne le reverrai plus jamais. Mais c'était un temps aussi de préparation complètement étiré. Et tous les soirs, on se retrouvait ici, en fait. Je me souviens. Il y avait dans cet espace même. Et ce temps de préparation anormalement long a permis l'émergence de projets assez atypiques. Par exemple, j'avais invité Philippe Parreno, avait une pièce ici, Maurizio Cattelan en avait une, et puis ils ont décidé de faire un projet ensemble. Et ils ont voulu créer une chaîne de télévision pour une seule personne. Ça s'appelait CPC Channel. Et c'était ici, et c'était matérialisé par une immense montgolfière jaune qu'on voit sur les photos, en fait. Donc qui supportait un petit écran, parce qu'à l'époque, les moyens audiovisuels n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Donc il y avait un petit écran comme ça, en fait, et qui diffusait le programme de télévision qui était destiné à qui ? Je crois qu'il s'appelait Jean-Paul Baudry. En fait, c'était le premier cosmonaute, en fait, français qui se trouve être bordelais. Et donc, Maurizio et Philippe ont été voir M. Baudry, discuter avec lui un après-midi, en fait, et construit une chaîne de télévision pour lui, en fait, qu'il est venu visiter le jour du vernissage. Ça, c'est des projets comme ça, qui sont partis de manière complète, presque pas improvisée, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas dans une grande liberté de ton et de spontanéité. Et c'était dû justement à cette longue maturation, longue gestation, en fait, de l'exposition sur place, en fait.
Alors, ça m'intéresse de t'entendre sur la question de la réception de l'exposition à l'époque versus la réception de l'exposition aujourd'hui, hein, puisque c'est vraiment voilà, une exposition qui s'inscrit maintenant dans une histoire de l'art des 50 dernières années, mais ça n'a peut-être pas été le cas à l'époque. Et quand je parle de réception, je parle évidemment de réception critique, journalistique, mais ça m'intéresse aussi que tu nous dises quelques mots sur la réception dans l'équipe, parce que ça modélisait des choses quand même très différentes. Et c'était un peu effectivement tout le génie de Froment que d'aller comme ça capter des choses qui étaient éloignées de lui quand même de sa pensée sur l'art, sa pensée sur l'exposition. Ça déprogramme quelque chose, hein, me semble-t-il. Hein. C'était quand même assez audacieux de sa part. Donc voilà, est-ce que tu peux parler de ces différentes typologies de réception ? Je commencerai par la plus proche. En fait, il y a encore dans cette salle Jeannie Loga, Marc Sanchez et quelques autres, tu vois, qui étaient là en fait au moment de la préparation de l'exposition. J'ai l'impression, et vous me corrigerez, en fait, que ça s'est passé dans une extrême bonne humeur et même si effectivement c'était assez overwhelming. Chaotique. Ouais. Ouais. Vous étiez envahissant. C'était super envahissant. Ouais. Mais ça je l'avoue maintenant. Je suis désolé. Mais il y avait quand même dès le départ une quinzaine d'artistes qui étaient là tout le temps, quoi. En fait, donc, ouais. Je sais pas ce qu'en pensait Jean-Louis Froment à l'époque, mais il devait se dire. Oh, ouais. Mais en tout cas, bon, ça s'est très bien déroulé de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu, paradoxalement, en fait, cette exposition, c'est la seule exposition française qui, dans les deux gros bouquins qui sont sortis sur les meilleures expositions du XXe siècle, oui. Tu vois. Mais il n'y a eu aucun compte-rendu dans la presse, en France. Pas. Alors, si, il y a eu Gilles Debure dans Technic Art, je le cite, paix à son âme, parce que lui, il était là. Mais par exemple, je me rappelle d'un compte-rendu dans Freeze Magazine qui disait ce concept d'esthétique relationnelle n'a aucun avenir, ça n'a aucun intérêt, et surtout quelle médiocrité parmi les artistes. Notamment, il y en a un qui était vraiment nul pour lui, c'était Pierre Huyghe. Alors je préfère pas citer son nom parce que oui, la presse locale aussi, parce que moi j'ai consulté un peu la presse locale. Évidemment, n'avait pas été très tendre avec l'exposition. Mais une expo à mèche longue. Mais oui, bien sûr. Et le public, alors, t'as suivi un peu au-delà des... Bon, les 4 jours, j'imagine. Il y avait énormément de monde. Ça, je m'en souviens très nettement. C'était dû aussi au fait qu'il y avait une sorte de socialisation de l'exposition qui s'était organisée. Première décision importante, ça avait été d'associer l'école des Beaux-Arts de Bordeaux avec Guadeloupe à l'époque. Ouais. Si tu nous entends. Ouais. Et chaque artiste de l'exposition avait un, parfois deux, assistants venant de l'école des Beaux-Arts, qui étaient chargés un petit peu de les guider dans Bordeaux. Voilà, et du coup, il y avait vraiment des binômes qui se sont constitués, qui étaient très, très, très efficaces. Et ça a beaucoup contribué, en fait, à une sorte de buzz avant la lettre, en fait, dans Bordeaux, autour de cette exposition. Parce qu'il y a eu aussi... Voilà, beaucoup de rencontres. Lothar Hempel avait fait un projet avec des associations bordelaises. Donc tous ces gens-là étaient là, en fait. Et donc ça avait concerné beaucoup de monde dans Bordeaux, par la nature même des œuvres, d'une certaine manière. Donc de ce point de vue-là, c'était et puis c'est une exposition qui était plus à mèche longue qu'à consommation immédiate, quoi. Ça, c'est très clair. Il y a plus de débats autour de cette exposition dans les 10 années qui ont suivi que dans le mois de l'ouverture. Alors pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais bien qu'on articule le lien avec le Palais de Tokyo, puisque finalement... Ah bon, d'accord, j'ai eu peur, je me suis dit non. Il va s'inaugurer 4 ans plus tard, mais évidemment, vous serez à l'œuvre bien avant avec les travaux. Donc, est-ce que l'exposition t'a permis
de modéliser des principes. Je pense notamment à la question de l'espace-temps, comment on étire les temps, comment on prend cette décision qui consiste à ouvrir un lieu d'art jusqu'à minuit. Ça me paraît quand même une décision fondatrice sur le modèle du Palais de Tokyo. Au-delà de mon exposition ici, moi je dirais que le CAPC a été un modèle déterminant pour le Palais de Tokyo. Ça n'a pas forcément été dit beaucoup, en fait, mais pour nous, c'était, avec Jérôme Sens et moi, c'était une évidence, totalement. Dans l'idée qu'un lieu d'art doit être une construction, doit être chacun de ces composants devait faire l'objet d'un réexamen, en fait, et notamment les horaires, parce que les horaires midi-minuit, en fait, dérivent un petit peu de cette idée qu'on peut tout questionner dans une institution. Et la manière dont Jean-Louis Froment a abordé ce lieu a été une immense inspiration, qui s'est incarnée aussi par le fait que très vite, on a recruté Marc Sanchez, qui venait du CAPC, donc qui a fait le lien aussi avec Bordeaux à sa manière. Et qu'il y a toujours eu quelque chose de l'esprit du CAPC dans le Palais de Tokyo, notamment par cette capacité à remettre en cause les présupposés, les poncifs de qu'est-ce qu'un centre d'art. Et ça, il n'y avait pas énormément d'institutions qui étaient capables de le faire à l'époque. Oui, il y a cette idée aussi qu'avait Froment de décrire une exposition, hein, presque comme un roman, et que tout fait exposition d'une certaine manière, et notamment la pensée également de la médiation, du rapport au public. Comment vous avez travaillé ça au Palais de Tokyo au moment de l'écriture du projet? C'est vrai que par exemple, tu prends la médiation, en fait, il y avait un geste fort au Palais de Tokyo au début, c'était qu'il n'y avait pas de gardien. Il y avait 16 médiateurs. On était 16 membres de l'équipe et 16 médiateurs à l'époque. Donc on était exactement 32 jusqu'en 2006. Et il y a cette idée d'incarner les choses. Je pense que ce qu'on a appris, la leçon en fait du CAPC, pour nous, ça a été l'incarnation. Il y avait un autre exemple qu'on utilisait, c'était le SMAC à Gand, en fait, où quand on entrait dans le lieu d'exposition, il y avait une petite sonnette où il y avait marqué Yann Hout, qui était le directeur. Donc on pouvait sonner Yann Hout, en fait. Et on s'est dit, mais ça, c'est génial. Il faut être disponible, en fait, et incarner une institution. Une institution, c'est pas des rouages dans lesquels tout le monde est interchangeable. Moi, j'ai jamais cru à ça, en fait. Jamais. Et j'y croirais jamais. C'est une exposition, un lieu, pardon, un centre d'art, un musée. C'est avant tout une personne ou un groupe qui l'incarne, qui lui donne sa chair. Je sais que c'est pas forcément l'idéologie dominante, mais je ne changerai pas d'avis. Pour finir, peut-être on peut parler un peu du rapport à l'architecture. Je trouve ça quand même intéressant comment vous avez investi le Palais de Tokyo avec des architectes bordelais. Voilà. Oui. On l'a pas fait exprès, hein, mais c'est venu comme ça. Donc c'est Lacaton et Vassal, bien sûr, qui ont rénové, en fait, qui nous ont aidés à accoucher en fait de ce concept, parce qu'on était un peu plus frileux à l'époque là-dessus, mais c'est eux qui nous ont débloqué la tête un peu, en disant c'est pas fini, c'est pas grave. Voilà. Mettons l'argent là où il doit être mis. Pas la peine de créer un écrin artificiel. Vous avez le temps. Je me rappelle que pour le concours, en fait, j'avais 3 architectes en finale. Ils étaient venus avec une vidéo de la place Gemma Elfna à Marrakech. Et on s'est dit, mais voilà. Ouais. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que ça voulait dire, en fait? C'était pas juste un gag. C'est que un centre d'art en 2002, bon, maintenant ça a encore changé de paramètre, mais ça devait être un lieu extrêmement mobile. D'où le fait d'avoir une billetterie dans une caravane, par exemple, qui est restée. Elle est encore exposée d'ailleurs au Palais de Tokyo, j'ai vu, mais elle a, comme une sorte de relique. Ouais. Mais à l'époque, c'était vraiment la billetterie, jusqu'en 2006. Ouais.
Ah oui, Ouais. ah oui, exact. Ouais, très bien. Oui, parce que c'est assez frappant comment finalement, avec deux architectures qui sont aussi dissemblables que le CAPC et le Palais de Tokyo, il y a quand même des architectes qui, entre Pistre et Lacaton et Vassal, ont pensé justement cette modularité, de finalement laisser le silence des lieux. Hein. Thibaut en parlait hier. Et voilà, c'est quand même assez remarquable. Bon. Merci Nicolas.